Le vêtement, nos vêtements dont on parle depuis ce matin, selon Roland Barthes, donne une parfaite image des conduites attendues de chacun de nous. Il nous dira si la personne s'habille pour se protéger du regard de l'autre par pudeur, ou à l'inverse, mais parfois en même temps, pour se montrer, se dévoiler en partie afin de construire le désir. Merci. Heureusement que Jérémy est là pour... merci. D'abord, d'avoir essuyé mon ordi tout à l'heure et là de me donner des petits signes. Donc je disais, parfois pour quand même susciter le désir. L'histoire des manières de s'habiller reflète parfaitement cette ambiguïté. Parure, pudeur et impudeur sont quelque part indissociables. Comment ne pas aborder ce thème en pareille journée, de la pudeur à l'impudeur? Pour nous en parler, un philosophe que je suis particulièrement ravi d'accueillir ici, tant ses prises de parole à chaque fois que je l'entends me passionnent, toujours empreintes de grande érudition, mais aussi d'humour, ce que j'affectionne tout particulièrement, et d'éclectisme, nous embarquant vers des horizons insoupçonnés à travers mille choses, parfois des imitations vocales, parfois des moments musicaux, quand on sait surtout qu'il est un violoncelliste émérite. Sa plume est aussi captivante que ses propos. Alors je crains que l'ouvrage sur la pudeur, que l'on m'a dit épuisé, reste introuvable. Cherchez-le peut-être sur certaines plateformes qui peuvent vous le débusquer, parce que vraiment, sa lecture est passionnante. Mais ne passez pas à côté d'un autre livre passionnant, L'Ode à la fatigue, qui sera bientôt tout autant épuisé. Donc, sans vous précipiter dessus, quand même, courez à la librairie, sinon vous le regretteriez. Je le sais très attendu ce soir par une grande partie de l'auditoire. J'ai cité Monsieur Éric Fiat. Je donnerai pour titre exact à cette causerie vespérale le titre suivant: De la pudeur à l'impudeur et peut-être retour. Causerie vespérale, vous ne laissez pas trop impressionner, ça veut simplement dire une conférence qui a lieu le soir au moment des vêpres. Mais enfin, la formule, j'avais le goût de la prononcer. Dans un de ses très beaux livres, Lévinas écrit quelque part que même nu, le corps humain est encore vêtu de sa pudeur. Même nu, le corps humain est encore vêtu de sa pudeur. Belle et très profonde formule, où il me semble murmurer que même nu comme un ver, l'homme n'est pas nu comme l'est le ver. Très belle et profonde formule où il est suggéré que la nudiste n'est pas nue comme l'est la grenouille. Très belle et profonde formule où il est dit que le naturiste, quoi qu'il en est, ne retourne en rien à l'état de nature du simple fait qu'il ait décidé de se dépouiller de ses parures. Même nu, l'homme est encore vêtu de sa pudeur. La raison m'en semble assez simple et peut-être une donnée anthropologique de base. La nudité animale est autre chose que la nudité humaine. La nudité du ver, la nudité de la grenouille, et même celle du chat, de la belette et du petit lapin sont autre chose que la nudité de la femme. La nudité des deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre, je suis très La Fontaine en ce moment, alors j'en mets dès que possible, est autre chose que la nudité de l'homme, et même la nudité de ceux qui sont à écailles ou ne portant rien sur leur peau n'est pas la même que la nudité humaine. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que notre nudité est toujours le résultat d'une décision, celle de ne pas porter des parures, celle de nous déshabiller, celle de ne pas nous habiller, alors que la nudité du ver ou de la grenouille, c'est un état et en rien le résultat d'une décision. Nous autres hommes, nous avons en effet le loisir de nous habiller ou de nous déshabiller, alors que le déshabillage du chat, de la belette ou du petit lapin ne peut être qu'un dépeçage. Aussi partirais-je de cette vérité anthropologique de base, la formule est un peu prétentieuse, mais qu'importe, qui est qu'aucun être humain ne laisse son corps à l'état de nature. Aucun être humain ne laisse son corps dans l'état où la nature le lui livre.
alors qu'il me semble que la plupart des animaux, jusqu'à plus ample informé, laissent leur corps dans l'état où la nature l'a façonné. Il me semble que le poil ne s'est pas porté long chez les castors dans les années 70 et court dans les années 90, ce qui exposerait certains castors à une forme de ringardisation. Non. Tous les jours que Dieu fait, si c'est Dieu qui fait les jours, en effet, nous faisons passer notre corps de l'état de nature à l'état civil en le lavant, en le vêtant, en le fardant, en le maquillant, en coupant, épilant, en défrisant, en frisant, en teignant nos toisons, nos duvets, nos tignasses, nos touffes, en le parfumant. Et en effet, Jean Giono eut une formule magnifique dans son livre sur les parfums. Les dieux ont inventé les odeurs, mais les hommes ont inventé les parfums. Nous ne laissons jamais notre corps à l'état de nature, et même il arrive que nous l'ornions de bijoux, de breloques, mais même lorsque nous ne le faisons pas, nous l'ornions de ces mises, de ces poses, de ces attitudes qui déjà l'arrachent à l'état de nature. Il n'est pas de corps humain qui ne soit paré. Alors bien sûr, la parure a bien des formes, et l'habit ne se réduit pas aux vêtements. Mais c'est à cette parure étrange qu'est la pudeur que je dois ce soir consacrer mon industrie. Cette parure qu'est la pudeur est évidemment différente des parfums dont vous parleront demain Jacques Matteux, Elisabeth de Feydeau, Céline Hénélac, Caroline Geoffrey-Redon. C'est une parure différente des bijoux dont vous parleront demain l'ami François Viala et Claudette Johanniste, des voiles qui seront l'affaire de Nicole Pellegrin. Et bien sûr, cette pudeur est une autre parure que les vêtements, costumes, peau d'âne, maillots de bain, pantalons, feuilles de vigne ou feuilles de figuier dont nous ont parlé nos collègues. Même nu, l'être humain est encore vêtu de sa pudeur. Quelle est cette ultime parure du corps humain ? Eh bien, l'effort de celui ou de celle que sa mise à nu gêne un peu, pour qu'un peu d'ombre vienne tamiser la lumière crue jetée sur son corps nu. Même nus, nous sommes encore vêtus de notre pudeur, parce que serrer un peu les cuisses, baisser un peu les épaules, couvrir le sein que l'on ne saurait voir ou le sexe de sa pauvre main ou de ses bras maigres, faire en sorte qu'il y ait un peu de cachet au cœur du montré, qu'un peu d'intime soit sauvé de l'extime, qu'il y ait un peu de cachet dans le montré, un peu de non-dit dans le dit, afin que le dévoilé ne devienne pas l'obscène. Voilà toute l'affaire de cette fameuse pudeur. Qu'est-ce que c'est que la pudeur ? Eh bien, c'est une tentative de résister à l'objectivation. Il arrive parfois que nous soyons simplement vêtus de la rougeur de notre visage lorsque nous avons honte d'être portés au nu. Et cette petite rougeur qui vient au visage est déjà une protestation contre la mise à nu. Faire en sorte que moi qui suis dévoilé, je ne sois pas obscène. Qu'est-ce que la pudeur, sinon la vertu du clair-obscur ? D'où vient que les tableaux de Rembrandt qui nous donnent à voir le clair-obscur nous touchent tant ? Au point que de temps en temps on aimerait vivre dans les intérieurs qu'ils nous représentent. Eh bien je crois que cela vient du fait que l'homme n'est fait ni pour vivre en toute obscurité, ni pour vivre en toute lumière. Le clair-obscur, la pénombre, la pénumbra, la presque ombre sont notre séjour naturel. Et en effet, nous ne sommes pas faits pour vivre en toute obscurité, dérobés au regard des autres. Notre besoin d'être vu, notre besoin de reconnaissance nous arracherait à ces cagibis, à ces caves. Nous avons besoin, pour exister, d'être vus par les autres. Le moi s'éveille par la grâce du toi. Il faut donc que je sorte de la pure ombre pour aller vers la lumière. Mais si j'étais toujours en pleine lumière, toujours la proie des regards, je ne le supporterais pas non plus et j'aspirerais à quelque chose comme de l'ombre. Voilà pourquoi le clair-obscur est le vrai séjour de l'homme. Et en effet, la pudeur, c'est la vertu du clair-obscur. Le désir de recouvrir d'un voile de fin silence un corps trop vite mis en lumière, d'inventer un arsenal de voiles, de protections, de persiennes, pour que précisément le dévoilé ne devienne pas l'obscène.
Et voilà pourquoi, malgré l'étymologie, il faut distinguer entre la pudeur et la honte. L'étymologie a souvent raison, pas toujours. Je me souviens d'une joie récente, celle que j'ai éprouvée lorsque j'ai compris pourquoi on appelle les biscottes biscottes. Alors rassurez-vous, j'ai d'autres joies dans ma vie, hein. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'il était juste qu'on appelait les biscottes biscottes. Car qu'est-ce qu'une biscotte sinon un pain cuit de foie, bi de scotare, cuit. J'eus une autre joie récemment lorsque je compris qu'en effet le remords était un remords, car même Johnny Hallyday aurait compris que dans remords il y a re et il y a mort. Oui. Et re, ça veut dire encore. Alors il aurait fallu peut-être expliquer à Johnny qu'en effet il est question d'une morsure. Être dans un remords, éprouver du remords, c'est avoir l'âme mordue deux fois. Premièrement, par la conscience de sa faute. Pourquoi ai-je fait cette erreur que j'aurais dû ne pas faire? Pourquoi ai-je dit ce mot que j'aurais dû ne point dire? Pourquoi ai-je fait ce geste que j'aurais dû éviter? Et cela fait mal, cela se serre. Mais, il ne faut pas que je le fasse trop, mais dans ce genre de circonstances, on se met à imaginer dans quelle situation on serait si on n'avait pas fait la bêtise en question. Si je n'avais pas dit le mot que j'aurais dû ne pas dire, si je n'avais pas fait la bêtise que j'aurais dû ne pas faire, si je n'avais pas fait le geste que j'aurais dû éviter. Voilà ce qui se serait passé. Et là, la mâchoire relâche son étreinte, cela va mieux, on vit au conditionnel. Malheureusement, le temps est irréversible. La deuxième morsure vient du fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et donc un homme qui éprouve du remords, c'est un homme qui a l'âme mordue deux fois, d'une part par la conscience de sa faute, d'autre part par la conscience de l'irréversibilité du temps. Oui, la biscotte est une biscotte, le remords est un remords. Je ne comprends pas pourquoi on peut rester malheureux très longtemps. Rien que ces deux révélations ont mis sur mon visage une espèce de sourire béat qui surprend les miens. Je suis devenu un déambulant approbatif. Voilà, le remords est un remords. La biscotte est un biscotte. Mais la pudeur n'est pas la honte. Étymologiquement, pudeur vient de pudere, qui veut dire avoir honte. Il n'y aurait pas de différence entre le pudique et le honteux, entre la pudique et la honteuse. Mais si, car la pudeur n'est pas la honte, mais sa possibilité. La pudeur, c'est une honte possible, une possibilité de honte, une honte en puissance, une puissance de honte. Mais il faut distinguer la pudeur de la honte comme la condition de possibilité d'une chose et la chose dont elle est la condition de possibilité. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et par conséquent, le pudique n'a pas honte, mais il peut avoir honte, si précisément ce qu'il voulait cacher est malgré lui montré. Si des parties de son corps, de sa vie, de son cœur, de son âme, qu'il voulait intimes, eh bien, soient brutalement transformées en extimes. Ne confondons pas donc la pudeur et la honte. D'ailleurs, le honteux se tait, alors que le pudique s'exprime par la litote ou l'euphémisme. Le honteux veut disparaître à tous les regards, alors que le pudique se montre discrètement. Je dirais que la pudeur est en effet la vertu des classiques, c'est-à-dire qu'on en dit beaucoup en peu de mots. Les romantiques ne sont pas très pudiques. À la moindre amourette, ils vous disent « je t'aime bien plus qu'hier et bien moins que demain ». Ou alors « je t'aime en râle mourir ». Alors que chez les classiques, quand on aime, on dit « va, je ne te hais point ». Ou alors, chez Pagnol, lorsque un fils veut dire à son père qu'il l'aime, c'est difficile de dire à son père qu'on l'aime, c'est peut-être la relation la plus pudique, fils-père. Et surtout quand le père n'est pas un papounet comme on a aujourd'hui, mais c'est Rému. Et donc, il va partir le lendemain, Marius, et prendre le bateau. Il veut quand même dire à son père qu'il l'aime avant de partir. Et ils sont en train de ranger le bar de la marine. « Eh papa !»« Oui !» Alors ça commence bien. « Tu sais, papa, je t'aime bien. » Ce petit bien, c'est toute la pudeur. Oui, nous sommes des honteux en puissance qui ne le deviendront pas si les autres nous accordent la grâce d'un regard pudique plutôt que d'un regard cognitif. Rencontrer les autres, c'est espérer que leur regard ne soit pas que ce regard cognitif qui veut connaître, qui objective, mais un regard un peu pudique, qui apprend à ne pas vouloir tout connaître et qui est un peu subjectif, n'est-ce pas? Je crois en effet qu'aller à l'hôpital, alors que nous sommes des pudiques, c'est-à-dire honteux en puissance, c'est prendre le risque de devenir des honteux en acte si précisément notre corps est objectivé. Le regard cognitif, c'est le regard direct, droit, qui veut le maximum de lumière et qui regarde le corps de l'autre comme un objet. C'est un regard luminescent, direct, objectivant. Le regard pudique, c'est un regard ombrant, qui jette
un voile de fin silence, une ombre discrète sur ce qui a été dévoilé, de manière à ne point gêner celui dont on a dévoilé certaines parties du corps. C'est un regard courbé, c'est un regard subjectivant. Alors je sais bien que dans l'art médical, il faut regarder le corps d'autrui comme un objet. Platon disait que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit de regarder quelqu'un longtemps dans les yeux sans le blesser, sans manquer au respect qu'on lui doit. Et voilà pourquoi, après que nous allons regarder un peu dans les yeux, nous détournons un peu les yeux. C'est Lévinas qui disait que la rencontre d'autrui, c'est la vraie courbure de l'espace. Lévinas n'avait aucune connaissance en sciences, mais des amis scientifiques, physiciens, lui avaient dit que l'espace est courbe. Alors, il paraît que l'espace est courbe, il paraît qu'il y a des trous noirs, il paraît qu'il y a de l'antimatière. Et Lévinas n'y comprenait rien, pas plus que moi d'ailleurs, qui est un frère qui est physicien. Régulièrement, à la fin du repas, je lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que la courbure de l'espace? Qu'est-ce que c'est que la théorie des cordes? Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai toujours pas compris. Alors c'est vrai que c'est au moment de la gnôle que j'y pose la question, donc soit je suis plus en état de comprendre, soit il n'est plus en état de m'expliquer clairement. Mais un peu comme Lévinas, toutes choses égales par ailleurs, j'ai toujours pas compris ce qu'était que la courbure de l'espace, mais je suis d'accord avec Lévinas, la vraie courbure de l'espace, c'est la rencontre d'autrui. Car mon regard est obligé de me courber un peu pour respecter votre pudeur, n'est-ce pas? Paraître, c'est comparaître. Immédiatement, lorsque nous arrivons devant les autres, nous sommes objectivés par ce regard cognitif qui veut le maximum de lumière, et être trouvé beau par les autres, c'est comme le bon sort dans les contes de fées. On pourra dire des choses pas très intelligentes, pas très généreuses, pas très gentilles. On aura l'impression que de votre bouche sortent des rivières de diamants, de belles colombes, des pétales. Mais être trouvé laid par le regard d'autrui, c'est comme le mauvais sort dans les contes de fées. On aura l'impression que, même si vous dites des choses belles et intelligentes et gentilles, que de votre bouche sortent des rats musqués, des vipères lubriques et des pierrailles, n'est-ce pas? Contrairement à ce que disait Gainsbourg, la beauté des laits ne se voit qu'après un certain délai. C'est une chanson où Gainsbourg parle de la laideur de son chien, qui lui seul ne le trouvait pas laid. Le chien de Gainsbourg, qui d'ailleurs est mort d'une cirrhose tellement il buvait mes paroles. Eh bien, ce regard objectivant est un regard qui nous fait peur, dont nous avons besoin en même temps, et c'est le regard médical, et il serait scandaleux qu'un ophtalmologiste ou un opticien ne regardât pas l'œil d'autrui comme un objet. Il est normal, si vous êtes ophtalmo, que vous regardez l'œil d'autrui comme un objet qu'il faut connaître, et non pas comme la fenêtre de l'âme, n'est-ce pas? Alors, il y a deux cas où on peut regarder quelqu'un dans les yeux sans blesser sa pudeur, c'est quand on est ophtalmologiste ou opticien, et puis quand on est amoureux. Une histoire d'amour, c'est souvent pouvoir se regarder longtemps dans le blanc des yeux. Je ne sais pas comment font les ophtalmologistes amoureux, ça dépasse le champ de mes compétences, mais voilà ce qui se joue au sujet de la pudeur, regard cognitif ou regard pudique, ce regard ombrant. Nous avons besoin en effet des deux, et la pudeur est la vertu du clair-obscur, le désir que chacun ait de pouvoir tracer un peu la frontière qu'il veut tracer entre le montrer et le cacher, le dit et le non-dit, l'extime et l'intime. Mais trois questions pour finir. Pourquoi l'homme se vêt-il constamment de pudeur? Deuxième question, pourquoi la pudeur peut-elle être vue comme une vertu érotique? Et troisième question, pourquoi faire cependant de l'impudeur également le piment du désir? Première question, pourquoi est-ce que l'homme, même nu, est-il vêtu de sa pudeur? Eh bien parce que je partage l'avis de Lévinas selon laquelle il est impossible de ne pas associer la nudité à la pauvreté, à la faiblesse, à la vulnérabilité. La dénudation, je dirais, nous expose à la blessure et à l'outrage. La dénudation nous expose à la blessure et à l'outrage. Être objectivé quand on est nu, c'est ce qui empêche de pouvoir se poser. C'est comme si on se destituait, comme si on perdait sa place, comme si on était exilé, comme si on était arraché à soi-même. Ce qui fait que l'être objectivé qui ne demande pas, eh bien, cherche toutes les stratégies pour essayer en effet de retrouver un lieu qu'il a perdu. Tout cela vient du fait qu'on ne dévoile pas un être humain comme on dévoile une chose. Dépouillé de ses parures, ornements, atours, un mur nu est adéquat à son essence de mur. Dépouillé de ses parures, ornements, atours, le mur nu est peut-être encore plus mûr quand il est nu que quand il est paré. On a le sentiment d'une adéquation, d'une heureuse concordance. En revanche, dépouillé de ses habits et même de l'ombre de sa pudeur,
l'homme ou la femme nue qui ne voudrait pas être nu crie son inadéquation au monde, ce qui prouve bien que l'habit n'est pas qu'une parure, un ornement, un atour. L'habit, qu'il soit parfum, breloque, attitude, ombre, fait partie de l'essence de l'homme. Et en effet, un être humain qui est objectivé et qui n'a pas la possibilité d'inventer quelque chose comme de la protection se sent bafoué, outragé, consumé, exilé. J'en donnerai pour exemple, puisqu'il a été question tout à l'heure de la tondue de Chine, de la tondue de Chartres. Et vous savez, du poème d'Éluard, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres, une fille galante comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée, une bête prise au piège des amateurs de beauté, la femme qu'on voudrait bien dorloter. Voilà. Cette pudeur, donc, qui est l'ultime protection de la subjectivité, est cependant, deuxième partie, une vertu érotique. Une vertu érotique parce qu'il me paraît en effet que la pudeur peut être considérée comme la juste mesure entre le manque de pudeur, c'est-à-dire l'obscénité, et l'excès de pudeur qui est la pudibonderie, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la théorie aristotélicienne selon laquelle la vertu est toujours juste mesure entre deux vices. Hein. Un vice par défaut, il n'y en a pas assez. Un vice par excès, il y en a trop. Par exemple, le courage est la juste mesure entre le défaut de courage, le manque de courage qui est la lâcheté, et l'excès de courage qui est la témérité. Par exemple, la générosité est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Et par exemple, la pudeur est la juste mesure entre l'obscénité et la pudibonderie. Mais surtout, ce qui est intéressant dans la théorie aristotélicienne, c'est que, j'essaie de le signifier avec mes mains, c'est qu'Aristote ne met pas la vertu au milieu d'un segment de droite, à l'une des extrémités duquel il y aurait le vice par défaut, à l'autre extrémité duquel il y aurait le vice par excès. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. De même, il ne met pas le courage au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait la lâcheté, à l'autre extrémité duquel il y aurait la témérité. Non, il met le courage au sommet d'un triangle qui est bâti de telle sorte qu'il y a une étrange proximité entre la lâcheté et la témérité. Pourquoi? Eh bien parce que ni le lâche ni le téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche est un mauvais soldat parce qu'il fuit quand il faudrait combattre. D'ailleurs, il fuit à tous les sens du terme, puisque lâche, ça vient de laxare, qui a donné laxatif. Donc en effet, il fuit. Le téméraire n'est pas un bon soldat parce qu'il combat quand il faudrait fuir. Qu'est-ce que c'est qu'un bon soldat? C'est un soldat courageux, et un soldat courageux, ça combat souvent, mais parfois ça fuit, car il y a des fuites qui ne sont pas des lâchetés, mais des retraites nécessaires à la victoire finale. Si ce raisonnement vous éclaire au sujet du courage, je le tente au sujet de la générosité. La générosité n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait l'avarice, à l'autre extrémité duquel il y aurait la prodigalité. Non, elle est au sommet d'un triangle qui est bâti de telle sorte qu'il y a une étrange proximité entre l'avare et le prodigue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon rapport à l'argent. Et en effet, l'avare, c'est celui qui garde ce qu'il faudrait donner. Le prodigue, c'est celui qui donne ce qu'il faudrait garder. Qu'est-ce que c'est qu'un généreux? C'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui garde aussi. Parce qu'il ne faut pas se priver trop vite des moyens de sa générosité. Eh bien, si ces deux raisonnements vous sont rendus sensibles, la chose est claire. La pudeur est la juste mesure entre l'obscénité et la pruderie, mais il y a une étrange proximité entre l'obscène et le prude. Pourquoi? Parce qu'ils rendent difficile le désir. En effet, l'obscène n'est pas désirable, car il coupe ou elle coupe l'herbe sous le pied du désir. Si tout est montré tout de suite, nous n'avons pas le temps de le désirer. Et le désir a besoin du temps. Mon maître Derrida disait que le désir, c'est l'attente de ce qui n'attend pas. Depuis qu'il a dit ça, je reprends cette formule sans l'avoir bien comprise. Elle me semble assez mystérieuse et en même temps très juste. C'est-à-dire, ça n'attend pas, il me le faut. Et en même temps, point trop vite, n'est-ce pas? Et donc l'obscène n'est pas désirable parce qu'elle ne nous laisse même pas le temps, ou il ne nous laisse même pas le temps de le désirer. Le prude, la pudibonde non plus, parce que trop de voile empêche le désir. Et en effet, l'obscène montre ce qu'il faudrait cacher, le prude cache ce qu'il faudrait montrer,
Qu'est-ce que c'est qu'un être pudique? Comme le disait mon collègue magnifiquement, c'est quelqu'un qui à la fois montre et cache, et nous laisse l'incertitude suspensive d'une hésitation entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Voilà pourquoi, en effet, la pudeur est le prix du désir, elle fait le charme du désir. Ce que Emmanuel Kant, qu'on n'attendait pas dans cette aventure, a fort bien dit, dans un texte beaucoup plus olé qu'on aurait cru. Quelque part, Kant dit « La feuille de figuier », on dit feuille de figuier chez les Allemands, plutôt feuille de vigne, fut un grand progrès dans la civilisation. Outre la décence, elle permit le désir. Et Kant explique pourquoi la feuille de figuier permet le désir en disant « L'objet étant désormais soustrait au sens, put devenir objet de désir. » Quel est cet objet qui est soustrait, enlevé au sens? Eh bien, c'est le sexe d'Ève pour Adam et le sexe d'Adam pour Ève. Avant qu'ils ne croquassent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant qu'ils ne fussent vêtus, Adam voyait le sexe d'Ève et Ève voyait le sexe d'Adam. Alors il ne le désirait pas. Et Adam ne désire pas le sexe d'Ève, bien qu'il soit voilé, mais parce qu'il est voilé. Voyez, c'est Kant qui le dit, pour une fois il a fort raison. Ce qu'il y a d'un peu olé dans le texte de Kant, c'est que Kant met sens au pluriel. L'objet étant désormais soustrait au sens. S'il avait mis au singulier au sens, on aurait pensé simplement à la vue. Mais au sens, ça veut dire 5 sens. Ça veut dire que Kant est en train de nous dire que la feuille de figuier a enlevé le sexe d'Ève non seulement à la vue d'Adam, mais aussi à son ouïe, aussi à son toucher, aussi à son goût. C'est un texte très coquin, alors que Kant paraissait ne pas l'être. Il faut donc distinguer entre le désir et la pulsion, car la pulsion ne supporte pas l'attente, alors que le désir peut s'en enchanter. C'est ce que disait très bien Louise de Villemorin, la pudeur fait le prix des abandons comme le charme de l'amour. Quelqu'un qui tarde à se donner donne à son don plus de valeur qu'il s'il se donne vite. Et qui l'a fort bien dit également, je trouve Paul Valéry dans un poème qui s'appelle « Les pas ». Si tu prépares à l'habitant de tes pensées la nourriture, si tu prépares à l'habitante de tes pensées, non, je me trompe, Fiat, troisième. Si tu prépares à l'habitant de tes pensées, il s'adresse à sa femme, enfin à sa maîtresse plus exactement, c'est ça, et il lui dit, si tu prépares à l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas ce geste tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. Je trouve ça très beau à utiliser si quelqu'un arrive en retard, au lieu de lui faire une scène ou lui citer ce petit poème de Paul Valéry. Mais surtout, il montre en effet la nécessité en effet de ce retard, de ce voile comme condition de possibilité même du désir. Or, il faut cependant ne pas confondre alors la pudeur et la honte, la pudeur et la pudibonderie, mais également la pudeur et la coquetterie. Parce que s'étant rendu compte en effet que se faire attendre, c'est se faire mieux désirer, n'est-ce pas? Il arrive parfois que certains êtres, on appelle ça les coquets, les coquettes, mettent en scène cette attente. Je dirais que la pudeur, c'est une spontanéité, une gêne qu'on ne calcule pas, alors que la coquetterie, au contraire, c'est une parodie, une fiction de pudeur. La véritable pudeur est spontanéité. La coquetterie, c'est une pudeur qui serait devenue trop consciente d'elle-même et qui dégénère en jeu. Il y a un monde entre le pudique et le coquet, ou la pudique et la coquette. Toutes les deux, veut dire au féminin, baissent les yeux quand on leur parle d'amour. Mais à peine a-t-elle baissé les yeux que la coquette les relève pour voir l'effet produit. Alors que la pudique, au contraire, elle, n'a pas envie de les remonter. La pudeur est vraiment un désir de cacher, alors que la coquetterie, c'est un désir de faire semblant de cacher pour mieux montrer, n'est-ce pas? Et il y a en effet dans la coquetterie quelque chose qui a moins de charme que la pudeur, même si elle peut jouer évidemment un certain rôle dans l'amour. Je dirais que la pudeur, c'est une réserve qui s'annonce à grands cris. Moi, je suis quelqu'un de très réservé. L'avez-vous su, n'est-ce pas? Il en est de la pudeur comme de ces vertus fragiles, précaires et précieuses dont parlait Jean Kelevitch, des vertus qui ne peuvent pas se proclamer sans s'annuler. On ne peut pas être modeste et le dire. Dire « moi, je suis quelqu'un d'une modestie », mais alors absolument extraordinaire, c'est être immodeste. Dire « je suis quelqu'un d'une grande pudeur », c'est être impudique. Bon.
Et je trouve en effet que la coquetterie éveille le désir peut-être, mais la pudeur éveille l'amour. La coquetterie a plus de mal à éveiller l'amour que la pudeur ne le fait. Il y a en effet dans la coquetterie quelque chose de trop lucide, de trop calculé, de moins charmant, de moins émouvant que la pudeur. Mais alors, et pour finir, faudrait-il, pour qu'il y ait désir, qu'il y ait toujours pudeur? Et non. Car une certaine impudeur participe au charme de l'amour. Et je crois en effet que c'est ce que montrent ces nudités glorieuses du nu classique. Je veux dire par là que lorsque Lévinas dit que la nudité, c'est toujours quelque chose de l'ordre de la fragilité, de la vulnérabilité, de la misère, qui appelle la protection, si vous voulez, il laisse de côté cette nudité glorieuse et impudique et merveilleusement sans gêne, sans pudeur, montrée en pleine lumière que nous a montré le nu classique. Alors, la nudité glorieuse, Lévinas n'ignore pas totalement, mais il pense qu'il n'est de gloire que d'une faiblesse surmontée. Il n'est de gloire que d'une faiblesse surmontée. Je n'en suis pas sûr. Il y a dans le nu du modèle, quelque chose en effet de la belle assomption, de la belle forme humaine. Et cela n'est pas évidemment à mépriser. Je ferai une différence entre le nu classique, si vous voulez, le nu exposé, le modèle qui pose dans les écoles d'art, entre le nu et la nudité. La nudité, c'est l'état de quelqu'un qui est dépouillé de ses vêtements et qui forcément sent en lui une gêne possible, un embarras hypothétique. Alors que le nu, en revanche, n'évoque en rien cette association embarrassante. Et au fond, bien parler du désir, c'est inviter en effet à aller de la pudeur à l'impudeur et peut-être retour. Et que le jeu érotique, justement, joue, mais je crois que la communication de mon collègue disait la même chose en d'autres termes, le jeu érotique joue sur parfois le charme de la révélation, parfois la tristesse de la révélation. Même nu, un être humain est encore vêtu de sa pudeur, disait Lévinas. Il a raison, mais il faudrait, pour que la pudeur ne dégénérât pas en honte, que parfois nous ayons la joie de quelque chose comme la gloire d'une nudité innocente. Tout cela, évidemment, dépend du regard de l'autre. Se mettre à nu devant l'autre, c'est prendre un risque. Chaque être humain est humain du fait qu'il sait qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. La donnée anthropologique dont je parle est la suivante. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants sont contingents et mortels, ça veut dire qu'ils auraient pu ne pas être et qu'ils ne seront plus. Mais ce qui nous distingue des autres, c'est que nous le savons. Alors en effet, cette rose est contingente, c'est-à-dire qu'elle aurait pu ne pas être, et mortelle, elle ne sera plus. Elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau, et elle ne sera plus quand elle sera fanée ou pourrie au fond de mon jardin. Ce phacochère est contingent et mortel. Il aurait pu ne pas être, il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Bon, le spectacle me paraît une horreur, étant donné la tête de ces animaux, mais il a bien fallu qu'il existât pour qu'il fût là. Et un jour, il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents, nous aussi, nous sommes mortels. Et en effet, vous auriez pu ne pas être, vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère. C'est la pitié des chemins de fer qui les a placés l'un en face de l'autre dans le TGV. S'ils n'avaient pas été l'un en face de l'autre, vous ne seriez pas là. Enfin, ils auraient pu se rencontrer au bar. Attendez, ils sont l'un en face de l'autre, c'est toujours pas gagné. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, vous ne seriez pas là. La conversation prend un tour charmant. Oh, c'est toujours pas gagné. S'il ne s'était rien passé 9 mois avant votre naissance, vous ne seriez pas là. Il se passe quelque chose, c'est toujours pas gagné, comme le montre Woody Allen dans un film génial, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais osé le demander. Si après, comment dirais-je, la joie paternelle, dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, ben vous ne seriez pas là. Quel dommage. Donc vous auriez pu ne pas être. Et vous ne serez plus, car chaque homme est mortel et chacun l'est pour soi. Mais ce qui nous distingue du phacochère et de la rose, c'est que nous le savons. Nous savons que nous aurions pu ne pas être, et nous savons que nous ne serons plus. Et ces deux savoirs de notre contingence, d'une part, de notre mortalité, d'autre part, fomentent en nous deux sentiments entre lesquels on oscillera toute notre vie, que j'appellerais la joie d'être et le regret d'exister.
Car il nous arrive de nous dire oh, « j'aurais pu ne pas être et j'aurais pas été si mon père, ma mère, la conversation, je suis, mais quelle chance, la vie est un cadeau, une merveille. Je ne serai plus, car un jour je vais mourir, mais je vis encore, quelle chance, la vie est un cadeau, une merveille, c'est la joie d'être. » Mais malheureusement, ces deux savoirs peuvent fomenter en nous une idée complètement contradictoire, et parfois nous disons « j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si, je suis ». Est-ce que cela vaut le coup? Suis-je digne d'être? Est-il légitime que je sois? Gainsbourg a fait chanter à Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle, ses vers sublimes. Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il faisait de la poésie, mais là c'est vraiment de la très belle poésie. Avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu, peut-être, ne jamais naître. Le regret d'exister. Et quand on pense à sa mort, je vis encore, mais un jour je mourrai, est-ce que ça vaut le coup que je vive encore? Pour parodier Gainsbourg, avec cette difficulté d'être, on se dit que parfois il vaudrait mieux déjà ne plus être. C'est l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau, c'est le regret d'être plutôt que la joie d'être. Et voilà pourquoi nous avons tous besoin d'une légitimation au fait que nous soyons venus au monde et que nous y soyons encore, alors que nous aurions pu n'y point venir et qu'un jour nous n'y serons plus. Et cette légitimation, on ne peut pas se la donner à soi-même. C'est dans le regard de l'autre que se trouve le secret, soit d'une onction légitimante, il est bon que tu sois comme tu es, soit au contraire d'une délégitimation, il aurait mieux valu que tu ne fusses pas ou que tu fusses autrement. Et par conséquent, se montrer nu, corps et âme à quelqu'un, c'est espérer en effet qu'il vous légitime et craindre qu'il vous délégitime. L'amour, c'est la célébration d'un être et de sa manière d'être. C'est la bénédiction d'un être et de sa manière d'être. C'est une manière de dire, il est bon que tu sois comme tu es. Un être pudique, un honteux en puissance, un être qui se demande qui fait sur cette terre et si sa nudité n'est pas une horreur, a besoin du regard aimant de l'autre pour trouver que la vie est un cadeau plutôt qu'un fardeau. Merci de votre attention.